Ça marche, cool. Alors, donc, du coup, ça c'est une reprise de mon talk de l'avant trop long. On va juste reprendre les 10 slides de best-of. Et il y a 2 nouvelles slides sur les principes total. Donc le principe c'était, je suis sorti de l'école dans un monde avec des notaires qui ont encore des smartphones, tout ça. Et j'ai appris plein de choses sur mon premier projet qui m'aident encore aujourd'hui. Voir des leçons que si j'avais été attentif, j'aurais compris dès mon tout premier stage. Et en fait, des fois, je les comprends genre hier. 10 ans après. Donc le principe, c'est que j'ai mis des slides qui sont en sombre, c'est vraiment les takeaways, les trucs intéressants de la présentation. Le reste, c'est un peu du filler pour mettre des blagues. Donc je les ai. Voilà. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais 5 armes secrètes, qui est une slide de 10 points de trucs à utiliser quand on est coincé. Ça, c'est vraiment top à lire. Je les ai imprimés, j'ai sketché ça à côté de mon bureau. La bonne manière de poser des questions, parce que si vous posez toujours des questions de travers, personne ne vous comprend, c'est pourri. Si vous posez des bonnes questions, vous rendrez mieux et vous apprenez plus vite. Donc ça, c'est top. Mais comme c'est écrit par Eric S. Raymond, s'il y a quelqu'un un peu plus sympa qui peut le réécrire de manière un peu plus sympa, n'hésitez pas, quoi. La stratégie de Letterfile de Joe Stolsky, de manière générale, joelsoftware.com, vous prenez son best-of, vous lisez tout. Mais celle-là, moi, elle m'est vraiment restée. Richard Lamy, c'est un universitaire qui dit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut rechercher. Vous êtes un jeune universitaire, sur quoi il faut bosser. C'est vachement éclairant. En gros, faites ce qui est le plus difficile, parce que c'est le plus fun, parce que c'est le truc qui vous apprend à quelque chose. Et puis enfin, l'ultime leçon de Randy Pausch, réussir vos rêves d'enfance. C'est un truc assez bien. Bref, moi j'ai pleuré quand je l'ai regardé, mais ça me prendra une année de temps, pas de soucis, c'est quand même très cool. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'école? Qu'est-ce qu'on fait quand on commence un jeu vidéo? Ce que j'aime bien, c'est si je vois qu'il y a un bonus qui multiplie l'XP par 10% de plus, 20% de plus, 30% de plus. Et c'est ce que je vais acheter comme bonus, et c'est ce que je vais faire comme quête en premier. Parce que voilà, vous gagnez l'XP plus vite, vous montrez en level plus vite, et c'est cool. Et il y a des quêtes sur le bord des jeux, et c'est aussi ce qui fait que les jeux sont attachants, ce qui fait qu'ils sont marrants, ce qui fait qu'aussi vous avez un peu plus de bonus quand vous arrivez face au boss. Donc voilà, ça vaut le coup de les essayer. Je ne vais pas tout les faire, ni à faire que ça. Mais voilà. Sans les anecdotes, c'est moins ouf. Mais dans l'idée, c'est que mon tout premier stage m'a appris ce que c'était que la valeur au travail en fait. Alors c'est facile quand on a appris à coder. On sort d'une école, on code et puis en fait tout le monde s'en tape. Parce que ce qu'il fallait faire dans le métier où vous êtes, c'est sortir le bon Excel. Alors c'est frustrant parce que c'est pas du code, mais c'est ça qui fait de la valeur dans le métier déjà. Donc voilà, ça a été une première base que je me suis pris en sortant de l'école, c'est que tu sais coder, c'est bien, tu as eu un diplôme, tu sais coder, tu as été embauché pour coder, c'est cool, mais si tu veux livrer de la valeur, et si tu veux fournir du bonheur aux gens et même toi être heureux dans ton taf, la réponse est peut-être pas dans le code. Le deuxième truc, c'est qu'effectivement, pour avoir un peu de goût et d'esthétique dans le code, parce que est-ce que c'est plus propre ou plus sale, déjà c'est des mots assez tordus, est-ce que le code est propre ou sale, ça dépend toujours. J'ai fait un autre talk un peu dingo qui montrait comment un tout junior fait un truc. Le moyen trouve que c'est moche, l'expert trouve que c'est moche, et le maître trouve que la solution du débutant est juste géniale. Parce que voilà, quand on est très fort et quand on est tout débutant, c'est un peu la même chose. On revient un peu aux mêmes valeurs. Sauf que quand on est très fort, on sait pourquoi, et quand on est tout débutant, on ne sait pas. Donc il faut lire du code, il faut se confronter à la réalité, c'est cool. Et puis, bien entendu, c'est de trouver une communauté et partager avec elle. Ça vous apportera beaucoup et c'est vraiment cool. Voilà. Dans ce job-là, c'était un CRM dans une boîte de gestion de patrimoine, aux Champs-Élysées. Les gens étaient tous en costard. Ils avaient un paquet de blé assez impressionnant. Ils m'ont appris à réfléchir un peu autour de l'argent, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Et autour des lois. Parce que les lois, il ne faut juste pas jouer, c'est pas très rigolo. Et dans les lois, dès ce moment-là, en 2006, il y avait déjà beaucoup de choses sur la sécurité des gens et la vie privée. Juste pour info, parce que c'est fun, le 25 mai 2018, si vous faites n'importe quoi avec les données personnelles qu'on confie à votre boîte, l'amende c'est potentiellement 4% du chiffre d'affaires annuel de toute la boîte. C'est-à-dire que là, si dans la vie vous faites une bêtise, avec tous les barils, je ne sais pas combien de pays,
5 pays, mais qui marquent, voilà. Donc vous vous dites, tiens, c'est marrant, il y a un petit stagiaire, il a fait une petite bêtise avec les données personnelles des gens pour un projet de com qu'on va lancer juste à Barcelone. Potentiellement, c'est pas calculé sur le BNF, c'est pas calculé sur Barcelone, c'est pas calculé sur l'Espagne, c'est calculé sur tout le CA annuel de Darien pour 4% d'amende, c'est fait. C'est bien entendu la peine maximale. On n'en arrivera pas là, vous êtes prévenu avant, ça devrait bien se passer. Et puis dès mon premier stage, j'ai eu un petit souci de santé très con. J'avais une mauvaise posture et je me suis retrouvé avec un gros torticolis. Et puis voilà, ça m'a aussi appris avec les gens autour de moi qui étaient très sympas qu'il fallait faire gaffe à sa santé, s'occuper un peu des autres. Voilà. J'ai dû rater mon slide best-of. Ouais, c'est que la sécurité des données, la sécurité des personnes, c'est aussi de la santé et c'est aussi faire attention aux gens. Donc quand vous êtes développeur pour faire de la sécurité informatique, documentez-vous, lisez un peu, faites gaffe, trouvez comment marchent les process normaux et maîtrisez-les. Voilà, par exemple, si j'utilise Drivey, Marc il va bien m'aimer, si j'utilise Drivey comme un fou, Michael il va bien m'aimer, et si j'utilise Drivey pour faire 67 locations par jour, il y a peut-être quelqu'un qui va se douter qu'il y a un souci. Donc, voilà. Et pour les autres, en fait, l'info qui peut fuiter, et quelqu'un qui pourrait prendre votre identité, c'est un peu dommage. Par exemple, je vais me reconnecter sur un site auquel j'ai déjà été, et ça arrive dans mon école, voilà, on est sur le réseau d'Epita, on va sur le webmail de Free, et en fait, les cookies sont un peu mal branlés, on est identifié par l'IP, donc en fait, on est automatiquement logué avec le compte de la dernière personne qui a utilisé son webmail Free. Quand c'est le directeur de l'école et qu'on voit des commandes sur des sites internet amusants, ça peut être rigolo. Donc finalement, fuiter de l'info ou mal gérer la sécurité informatique, ça peut avoir des répercussions directes, très efficaces, voire dangereuses sur les gens. Et pour certains, dans des cas très, très précis, mais pas drôles non plus, voilà, ça peut être amusant. Alors c'est vrai que souvent on dit oui, voilà, c'est cool. Nous, on ne fait pas des cons, on ne fait pas d'intervention neurochirurgicale, donc on s'en fout. J'ai un bug dans mon code, mais il n'y a pas de mort, quoi. Si vous avez une nana qui est poursuivie par un ex complètement psychopathe parce qu'elle l'a plaqué avant-hier et que le mec il est complètement dingo et que soudainement, à cause de votre appli, il peut savoir où elle est, à quelle heure, ça peut très 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 mal se passer. Donc la sécu, faire gaffe, tout ça, c'est quand même vachement. Les trucs que j'ai rajoutés, parce qu'on en a parlé sur Slack, c'est beaucoup plus trivial, c'est beaucoup plus con. Il y a quelqu'un qui a... j'ai fait un CRM, hein, donc on a juste parlé des noms et des prénoms. Donc l'avantage, quand je vois Marc, encore même pas, quand je vois Loïc Boutet, je peux séparer son nom en deux avec l'espace au milieu. J'ai Loïc, c'est son prénom, j'ai Boutet, c'est son nom de famille. Et c'est très cool. Et comme Marc il se présente toujours comme étant Marc G. Gauthier, et bien là j'ai déjà perdu parce que je ne sais pas si son prénom c'est Marc G, ou son nom de famille c'est G. Gauthier. Donc c'est un peu pourri. Et pour les gens qui ont des particules, pour les gens de culture hispanisante, souvent on met le nom de famille du papa puis le nom de famille de maman. Pour les gens qui divorcent, pour les gens qui ont des cultures qui ne sont pas occidentales, les japonais qui mettent leur nom de famille en premier et le prénom après, des trucs comme ça. Ou juste pas d'espace entre les caractères, donc là vous êtes un petit peu coincé. Donc nom et prénom, ça a l'air facile, tout le monde sait ce que c'est, mais en fait pas du tout. Et puis aussi dans un champ, voilà, on a un client chez nous, c'est peut-être pas toujours une seule personne. Alors il se trouve que moi, le projet qui m'a pris le plus de temps récemment, c'est sur la consommation électrique. Donc la consommation électrique, c'est facile, c'est quand on a des colocs déjà, c'est quoi le prénom? Alors déjà, c'est pas monsieur, c'est pas madame, c'est monsieur et monsieur. Les prénoms, c'est quoi? C'est voilà, alors, si on a des Beatles qui veulent habiter ensemble, on ne peut pas dire que son prénom c'est George Harrison et son nom de famille c'est Ringo Starr. On ne peut pas dire que leur prénom c'est George et Ringo et Harrison et Starr. Et on ne peut certainement pas faire le split qu'on a dit au départ avec son prénom c'est George et son nom de famille c'est Harrison et Ringo Starr. Ça juste ça marche pas. Donc quand vous voulez faire des CRM et des trucs comme ça, je le dis extrêmement rarement, mais c'est peut-être une des seules fois où il faut faire confiance à l'utilisateur. De manière générale, on ne fait jamais confiance à l'utilisateur, jamais. Mais là quand même. Là, le mec, il raconte, enfin, la personne, elle dit qui je suis, donc a priori, on va le croire. Et ça s'applique aussi sur le sexe et le genre, et c'est très compliqué, donc tout est parti d'une discussion Slack où quelqu'un voulait dire monsieur, madame ou comment, et on s'est dit, mais vous savez, il y a aussi des gens juste. La civilité, c'est pas le genre c'est pas le sexe, il y a des gens juste qui sont trans ou autres, qui préfèrent pas dire leur sexe.
Et de toute façon, dans les 99% des applis qu'on croise, on n'en a pas besoin, quoi. Enfin, juste, voilà, moi je vends de l'électricité, mon rouleau, une voiture, s'il y a dans votre pantalon, il n'en a absolument rien à cirer, quoi. Et si vous êtes contraint de connaître quelque chose lié au sexe ou au genre des personnes, c'est probablement que vous êtes obligé par la loi. Auquel cas, vous ne demandez pas si c'est un monsieur ou une madame, vous dites bah, c'est quoi le numéro sur ta carte, sur ta carte vitale, ou c'est quoi le truc qui est écrit sur ta carte d'identité, comme ça quand on va matcher avec nos autres systèmes, on va prendre. Ça c'est non agressif. Et puis, si votre appli aussi c'est une appli de rencontre, forcément, c'est pas forcément pareil ce qu'il y a dans les pantalons, etc., que vous allez vouloir, et donc probablement pas un monsieur ou madame, mais plutôt je suis quoi, et on peut mettre une troisième option, et je suis intéressé dans quoi. Donc ça, même dans tout ça, en fait, en général, on n'a pas besoin de savoir. Et quand la question c'est juste qu'est-ce que je dois écrire sur les enveloppes ou sur les emails, en fait, c'est là où on va mettre la civilité. Donc la civilité, on a à peu près tout le monde va penser à monsieur, madame et parfois mademoiselle. Souvent, on va ignorer docteur ou professeur. Et moi, dans mon premier stage, en fait, j'avais des maîtres. J'avais aussi des monsieur le président. Alors, il faut savoir que monsieur le président, ça peut être du conseil, machin, ça peut être monsieur le ministre, etc. C'est le titre qui se garde à vie. Enfin, Giscard d'Estaing, on est toujours monsieur le président. Et puis SAS, ça veut dire Son Altesse Sérénissime, parce qu'il y avait aussi dans mon CRM un héritier des Bourbons. Lui, c'était important pour lui qu'on lui parle comme ça. En tout cas, c'est important pour ma boîte qu'on lui parle comme ça. Parce que, voilà. J'ai pas fait de code qui remplaçait tout par salut citoyen, ça aurait été marrant. Et puis un autre truc un peu débile quand on se dit ça, c'est que souvent en fait il y a M en français, MR en anglais, et puis monsieur ou mister, et puis donc on se dit c'est facile, toutes les civilités comme ça, il y a une forme longue et une forme courte. La forme courte on la met en base de données avec une largeur de champ de 4 caractères, parce que prof c'est 4. Même maître ME c'est 2. Sauf qu'en fait, monsieur le président, juste ça ne s'abrège pas. Et donc voilà, maintenant vous allez appeler monsieur machin, vous allez appeler monsieur.espace L. Ça la fout un peu mal. C'était un petit peu la petite blague. Bref, et avec toutes les autres anecdotes que j'ai rencontrées de fois, voilà, tout simplement, les mots ça a du sens. Et essayer d'enlever les ambiguïtés dès que vous pouvez. Parce que les gens disent oui, bien sûr, on parle de ci, on parle de ça. C'est jamais évident. Donc faites confiance aux gens, vérifiez un peu ce qui se passe. Le reste, c'est lié aux autres anecdotes de temps. On est déjà à la fin, bien heureusement, donc on est un peu dans le mouvement craftsmanship, c'est un peu dur à dire, craftsmanship. Quand vous travaillez, vous avez des outils, veillez à garder vos outils bien aiguisés. Mon grand-père aurait dit ça, c'est un peu con. Quand vous travaillez, analysez la manière dont vous travaillez, comme ça vous pourrez le faire plus vite, vous pourrez le faire mieux. Parce que si vous ne le dites pas vous, il y a certainement un collègue ou un chef qui va le dire à votre place, et peut-être d'une manière beaucoup moins drôle. Et puis, surtout dans le code, appliquez la règle de Boy Scout. Laissez jamais un endroit, laissez-le au moins plus propre, ou aussi propre que de la manière dont vous l'avez trouvé au début. C'est aussi le discours des secouristes. En ce moment, je me plonge un petit peu tout ça. Ma femme est secouriste Croix-Rouge. Donc, je me plonge un peu dans ce domaine, c'est vachement fun. Et c'est pareil, le secouriste, il va vous trouver par exemple en arrêt cardiaque, il ne peut pas vous sauver, on n'est pas sur l'urgence. Ma femme, c'est pas Georges Clooney, quoi. Et avec 2 doigts et une petite picouse, on va vous ressusciter, c'est pas facile. Mais la règle du secouriste, c'est au moins, jusqu'au moment où je le donne à des vrais professionnels de la santé, son état ne s'est pas empiré. C'est déjà ça. Et franchement, rien que d'imaginer ça sur le code, je suis sûr qu'il y a plein de gens dans la salle qui travaillent en équipe et qui se disent ouais, franchement, si mon collègue il aurait pu juste, mais pas tout casser partout, pas mettre d'ordures partout dans mon code, ça aurait été vraiment cool. Voilà. Donc ben voilà, le code c'est pour le business, gardez ça en tête, c'est aussi ce qui vous paye votre salaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément d'équipe, ça ne veut pas dire qu'on est vendu. Il y a toujours des équilibres et des trade-offs à faire, des arbitrages entre le long terme et le court terme. Donc sachez-le, faites gaffe. Voilà. Je ne vous ai pas encore trop perdu. Super silencieux. C'est peut-être parce que j'ai pas de micro. On va continuer, on va intenter le micro à Paris avec. Bref, on a parlé aussi un petit peu sur Slack de Media Diet, donc comment on fait une veille techno. Thibaut avait fait un talk assez long sur comment il avait viré tous ses mails et comment il avait viré toutes ses notifs. J'ai juste l'approche inverse, c'est-à-dire que je les laisse, mais j'essaye de les exploiter et de les utiliser mieux.
Le principe, c'est le SNR, le Signal Noise Ratio, c'est-à-dire le rapport entre signal et bruit. Si toute la journée vous n'entendez que du bruit, vous n'allez rien faire de bien. Si vous réussissez à me sortir le signal, des trucs intéressants, là vous allez vraiment dépoter. Donc pourquoi? Parce qu'il faut essayer d'avoir une expertise profonde dans un ou plusieurs domaines, mais il faut aussi connaître un peu de petits trucs sur beaucoup de domaines. C'est ce qu'on appelle un T-shaped, parce que très profond dans un domaine, typiquement le code, très large dans plein de domaines, loi, argent, bourse, éthique, peu importe, DevOps, etc., et tout, front, back, etc. Et en fonction de la manière dont vous avez le temps, en fait, quand je prenais beaucoup le métro, j'étais sur Twitter. Quand je prenais un peu la voiture, j'étais sur des podcasts. Quand on a le temps, quand on aime bien se concentrer sans bruit, machin, dans une bonne chaise longue avec un verre à côté, chez soi, on met plutôt des livres. Et puis un peu n'importe quand, les blogs c'est toujours cool. Et ça peut être à la fois en lecture, j'ai pas un problème de code, je tape sur Google et je sors des blogs. Et en écriture, tiens, j'ai appris un truc cool, je prends la peine de l'écrire dans un blog, même si potentiellement personne ne lit. Parce que ça me force à mettre en forme le truc que j'ai appris, et c'est vraiment cool. En plus, si ça peut aider quelqu'un un jour, c'est cool. Donc c'est tout un truc, c'est assez compliqué. Effectivement, il y a toujours un truc nouveau, il y a toujours un truc qui brille, il y a toujours un ronron devant vous, il y a toujours des carottes. C'est super dangereux de faire que ça. Sinon, après, on se met à changer de framework JS toutes les 2 semaines. En fait, c'est ce qui se passe déjà, mais bref. Mais du coup, voilà, essayez de trouver un régime. C'est pareil, hein, je ne vous dis pas de. Je vous dirai jamais de vous faire que des fruits, que de la viande, ou zéro viande, ou peu de sucre, ou zéro sucre. Je vous dirai juste d'avoir un truc équilibré et faire de l'exercice. Donc, dans un régime de news, c'est quoi? Il faut avoir vos news de sources équilibrées, de plusieurs pays, de plusieurs genres, de plusieurs domaines, et pas en quantité incroyable. Et l'exercice, c'est quoi? D'exercer son cerveau et de se dire, d'accord, c'est bien. Et à Marc, il a écrit ce truc-là, est-ce qu'il a raison? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je peux le partager avec quelqu'un? Ou parfois, dans certains postes, je ne saurais pas trouver d'exemple particulier, mais j'en ai un peu plus tôt. Cette lecture a été vraiment très intéressante pour moi aujourd'hui. Est-ce que si je me l'étais donné il y a 10 ans, est-ce que ça m'aurait perdu? Et c'est possible aussi. Donc, quand vous avez dans vos équipes, en tant que senior, junior c'est compliqué, junior ça s'applique à la personne, mais des gens qui en compétences de code sont juniors, pareil, vous leur balancez un article, dites-vous, il y a peut-être des trucs dans cet article-là qui va comprendre le travers, il y a peut-être des trucs qui vont dire, mais attends, il faut absolument essayer le dernier framework JS parce que tout le monde écrit, c'était génial, il faut lui apprendre à exercer un peu son esprit. Voilà, donc avant d'essayer de faire la marque, faites gaffe à ce que vous aimez, c'est ça le plus dangereux, comme c'est mes opinions, moi je les kiffe. C'est absolument parce que je les kiffe qu'il faut que je fasse super attention. C'est bien d'avoir des opinions fortes, il faut les défendre, comme ça on peut se lancer dans le petit bad code, c'est cool. Et c'est bien de ne pas être trop accroché à ses opinions, comme ça si vous me montrez que j'avais tort et que vous avez raison, ça ne me dérange absolument pas de changer d'approche. Voilà. Donc quand vous avez absolument envie de faire un truc, faites gaffe. Des questions? Non. Je ne sais pas du tout. Non, bah, Marc. Tu vois la joie de reprendre ça. Ça, c'est le Zen of Python. Vous pouvez l'imprimer, il fait 5 lignes. Ça, c'est les diagrammes de Tom Hirschfeld. Ça fait 10 lignes, c'est pas.